Salut et bienvenue sur Anakaland pour la review du 4ème épisode de House of the Dragon. Épisode qui porte vraiment bien son nom, une danse des dragons. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'enfin la série passe à la vitesse supérieure. La guerre a vraiment commencé, les intrigues se cristallisent et les dragons entrent dans la danse. Nous étions nombreux à attendre ça avec impatience, après 3 premiers épisodes plutôt lents mais tout de même intenses. Dans ma review précédente, j'avais parlé de quelques faiblesses des effets spéciaux, et notamment de certains made painting qui étaient vraiment dégueulasses, mais avec ce nouvel épisode, la série revient en force. Certes, le travail des lumières n'est plus aussi intense que précédemment, mais à peine, mais les VFX sont de retour avec un très haut niveau. Avec, évidemment, les dragons. Et quel final! Une bataille qui a pris une bonne part de cet épisode, même si on aurait tous adoré que ça dure une bonne heure de plus. N'est-ce pas? De plus, la semaine dernière, l'un d'entre vous m'avait parlé de la musique en commentaire. Et effectivement, bien que les compositions de Ramin Djawadi fassent partie de l'identité de la saga, ici, encore une fois, elles sont très discrètes, presque oubliables. Aucun moment de grande envolée musicale pour accompagner l'action, sauf peut-être lors du combat des dragons et la mort de Meleys, mais à peine. Ce qui est dommage, j'aimerais retrouver des moments de frisson comme par exemple lors de l'entrée de Viserys dans l'épisode 8 de la saison 1. En bref, un épisode pas parfait techniquement, mais tout de même d'un niveau tellement au-dessus de tout ce qu'on peut voir depuis des années. Surtout dans le monde de la fantasy. Et perso, j'ai très hâte de rigoler devant les Anneaux de Pouvoir saison 2. Mais ça, ce sera pour la fin de l'été. Donc, avant de continuer avec la critique, analyse avec spoiler de cet épisode 4, n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter la vidéo avec votre avis. Merci d'avance, c'est très important pour le référencement. Dès le début, on retourne aux visions de Daemon. Encore une fois, il se retrouve devant la jeune Rhaenyra, mais cette fois-ci en reine, avec la couronne sur la tête et sur le trône de fer. Elle tente même de lui retourner le cerveau, mettant en lumière toutes ses pensées impures. Sauf que cette fois, ne supportant pas d'être ainsi confronté à sa propre vérité, il va la décapiter. Ensuite, très rapidement, Daemon tente de réunir des troupes en ralliant les seigneurs, et notamment les Tully et les Nerbosques. Mais ça n'avance pas très vite. Alors que Criston voit son armée croître à chaque nouveau château conquis. Daemon ne fait que parlementer avec des petits seigneurs pour former une armée pendant que la guerre fait déjà rage. D'abord le petit-fils Tully qui n'a aucun pouvoir, donc qui ne sert encore à rien, puis le seigneur Nerbosque qui lui est bien chaud pour la guerre. Toutefois, les ambitions dévorantes de Daemon agitent encore ses nuits. Entre cette première vision et celle plus tard où il finira par avoir une vision de lui-même en sosie Daemon, la symbolique est évidente. Il est rongé par sa colère, sa frustration et son ambition, révélant son potentiel statut d'antagoniste pour la suite. Ainsi, rassurez-vous, le grand Daemon qu'on avait adoré détester dans la première saison est encore là, pas très loin. Puis, au hasard de ses errances, une nuit dans le château, il va tomber sur Alice Rivers, une femme étrange, mystérieuse, une sorte de sorcière. Mais qui est-elle réellement? Et surtout, est-elle réelle? Ou simplement un fantasme de Daemon, qui va notamment lui parler de la malédiction d'Harrenhal et son histoire avec les arbres Baral abattus lors de sa construction, et elle va également le remettre, encore, face à sa convoitise et sa soif de pouvoir. De plus, elle va lui donner une potion, qu'il boit sans vraiment savoir quel va être son effet, ce qui va notamment embrouiller encore plus son esprit et lui donner des visions éveillées, principalement de sa défunte femme Laena, qu'il a entre autres trahi. Ensuite, toujours dans le camp des Noirs, Corlys revient un peu dans le game lui aussi. Enfin, son bateau est réparé et il quitte la marque pour rejoindre Père Dragon avec sa femme. Avant ça, on a vu vite fait Rhaenys discuter avec Alan, et la phrase « ta mère devait être une très belle femme » serait presque perçue comme de la jalousie, vu que potentiellement c'est avec cette belle femme que son mari l'a trompée. Corlys va donc enfin faire son retour au conseil de Père Dragon, pour notamment recadrer les seigneurs qui tiennent tête au jeune prince Jaehaerys et sa fiancée, qui tentent de diriger les choses en l'absence de la reine, et du roi consort. La série, comme à son habitude, fait plusieurs va-et-vient entre les différents camps et personnages, notamment Alicent que l'on retrouve alors qu'elle demande au maître une potion abortive. Décidément, oui, les dieux veulent la punir de ses coucheries hypocrites avec Criston. Et elle demandera même au maître et au maître des chuchoteurs plus tard si Viserys aurait choisi Aegon comme roi. Mort de rire. Même elle n'y croit pas ou n'y croit plus. Mais heureusement, les conseillers du roi jouent les idiots et ne répondent pas. Larys, lui qui va très vite comprendre pour l'avortement de la reine, va dire qu'il ne faut pas réprimer ses appétits. Des mots qui certes servent à montrer son soutien à sa reine, mais aussi à la culpabiliser et renforcer son emprise sur elle. Mais surtout, cette phrase est le fondement même de son pouvoir. Car c'est alors que certains se laissent guider par leurs envies, et qu'ils en font des secrets que lui peut ensuite les découvrir, et les utiliser contre eux, renforçant toujours plus son emprise sur la cour. Criston, ensuite, cette sous-merde, soumet château après château en tuant les seigneurs fidèles à Rhaenyra, dont le père de Sombrelin, le fidèle chevalier de la reine.
Et on voit à quel point Criston kiffe le pouvoir qui lui permet de semer la mort, ainsi que de traiter Rhaenyra de pute de père dragon. Encore une fois, mort de rire. Et Aegon le crétin que l'on retrouve encore lors de son conseil, dans lequel on découvre qu'il ne sait rien en plus de ne rien comprendre. Et c'est Aemon qui dirige déjà les choses, en secret grâce à Criston, mais tout de même. Il remet même son frère à sa place et face à sa bêtise, et ce en ancien valyrien afin que seul le roi le comprenne. Ce qui est très bon, ainsi point d'offense. On voit alors que même Aegon le roi ne peut lutter contre le charisme de son frère. Mais tout de même vexé et blessé dans son ego, il va d'abord bouder devant sa mère, qui enfin le voit tel qu'il est, un jeune imbécile, et non plus comme elle voudrait qu'il soit. Elle lui dit carrément que ce qu'on attend de lui à ce niveau, c'est de ne rien faire, de bien fermer sa bouche, et laisser les gens intelligents faire leur taf. Sauf que le roi prend la décision unilatérale de se jeter dans la bataille du repos des Freux, pour prouver qu'il peut être utile lui aussi. Et de même qu'Aegon s'est fait avoir, pensant que la bataille du repos des Freux serait facile, Rhaenyra, qui est enfin revenue de Port-Réal après sa conversation avec Alicent, tombe aussi dans le piège en décidant d'envoyer un dragon à la bataille. Elle veut carrément y aller elle-même, et heureusement son fils refuse et se propose avec son tout petit dragon, mais là encore, heureusement c'est Rhaenys et Meleys qui vont s'engager dans le combat. Et c'est notamment fou de voir comment les hommes deviennent de petites fourmis et le champ de bataille chaotique dès qu'un dragon entre en jeu, car cette séquence était plutôt grandiose. Pendant les premiers instants de la bataille, alors que les armées composées de ces petites choses que sont les hommes s'entretuent, et qu'ensuite la dragonne rouge entre en scène, on entend Rhaenyra qui raconte le rêve d'Aegon, la chanson de glace et de feu, à son fils héritier, Jaehaerys. Un moment épique et grandiose de la série. Certes seulement une petite discussion, qui est tout de même renforcée par les images de bataille, mais qui a surtout un poids très important dans le récit de la série. Rhaenyra transmet le secret des rois Targaryens, une transmission indispensable pour l'avenir du monde, mais dans la danse des dragons va sonner le glas. Le rêve, véritable enjeu de la lignée Targaryen et de cette guerre, qui n'est pas de remporter la couronne et le trône, mais d'unifier les royaumes pour la grande guerre à venir. Ce qui, encore une fois, explique aussi pourquoi Drogon, des siècles plus tard, va détruire le trône de fer. Pas seulement car Daenerys est morte, mais aussi car il n'avait plus lieu d'être, vu que la grande guerre, raison pour laquelle Aegon le Conquérant l'avait bâtie, a été remportée. Donc Rhaenys s'engage dans la guerre avec sa dragonne, et il s'avère que c'était ici le plan de Criston et Aemon. Faire venir un des dragons des Noirs, mais pas d'Aemon car il fait trop peur, et alors que l'armée de Cole servirait d'appât, c'est à Aemon et sa monstrueuse Vhagar d'entrer en jeu. Un plan machiavélique mais certes brillant. Aemon confirme son esprit stratégique, mais également sa fourberie et son ambition, ainsi que son amour débordant pour son frère l'abruti. Car alors que le signal avait été donné et qu'il aurait pu entrer en scène aux côtés du roi pour éliminer la menace de Meleys facilement ensemble, il préfère attendre que son grand frère se plante pour rejoindre le champ de bataille. Et pauvre feu du soleil qui se fait déchirer par Meleys et qui se vide même de son sang sur les soldats. Mais le pire c'est qu'au final ce n'est pas Rhaenys et Meleys qui vont abattre le roi Aegon, mais son frère qui va porter le coup de grâce. Certes, Aegon est si mauvais et son feu du soleil trop petit pour faire le poids face à Meleys, et il aurait tout de même fini en morceaux, mais Aemon ne s'est pas privé de le fumer en plein ciel. Et donc là, évidemment, mon amour des animaux, qu'ils soient réels ou même fantastiques, s'est brusquement réveillé. Certes, Feu du Soleil avait choisi un dragonnier stupide et sans envergure, mais il ne méritait pas de se faire croquer et griffer ainsi. Sans parler de Meleys, qui était assurément mon dragon préféré à ce stade de la série, entre son design ultra badass, sa majesté, sa couleur et sa dragonnière qui prend de plus en plus de poids et de sagesse depuis la fin de la saison 1, mais malheureusement, elle aussi ne fera pas long feu. Car alors que la princesse aurait pu choisir de fuir face à cette monstruosité qu'est Vhagar, car oui, elle est badass, mais on peut pas dire qu'elle soit belle, et en plus elle est trop cheatée, avec ça Aemon est presque imbattable, donc c'est de la triche, Rhaenys a tout de même choisi de combattre et de se sacrifier. C'est comme si elle l'avait su bien avant le coup final, elle se préparait déjà à périr. Encore une fois, on constatait son esprit aiguisé et son objectivité sur la situation. Elle savait qu'affronter Aemon et son dragon géant signifierait sûrement sa fin. Mais elle était prête à faire son devoir pour Rhaenyra et sa famille. Un schéma qui, vous le remarquerez, a tendance à se répéter. Et du coup, alors que Vhagar semble avoir disparu, Meleys survole le champ de bataille. A noter que la victoire ne semblerait pas loin pour les Noirs, l'armée des Verts est en mauvaise posture, mais en vrai, la présence de Vhagar ne peut signifier que la défaite et la destruction du château. Donc sans être bien sûr de si Rhaenys a décidé de rester le protéger ou de fuir un combat sans espoir, tout à coup, Vhagar surgit de derrière le fort et brise le cou de la magnifique dragonne épineuse. Et ce regard qu'elle échange avec Rhaenys dans ces derniers instants était déchirant, réveillant de trop mauvais souvenirs pour moi, et Rhaenys, à la fois brisée elle aussi, et consciente que tout est fini pour elle, accepte son destin alors que Meleys chute sur le château. Car en vrai, que faire si on est sur un dragon qui meurt en plein ciel?
Rhaenys périt donc écrasée par son énorme dragon, brisant également les remparts du repos des Freux par la même occasion. Et donc, malgré la chute violente du roi et son dragon, la victoire est finalement assurée pour les Verts. Criston, qui avait tenté de rejoindre son roi avant d'être balayé par l'atterrissage de Vhagar, se réveille pour assister à la prise du château par Sir Gawain Hightower au loin. Et surtout, afin de se rendre sur le site du crash d'Aegon et Feu du Soleil. Une fois sur place, la main du roi retrouve Aemon, l'épée au clair, qui semble presque menaçant vu de dos. Et alors que Criston le voyait déjà buter son propre frère, Aemon rengaine finalement son arme. Car, apparemment, nul besoin d'achever le petit roi crétin. La Mavité a déjà fait tout le boulot. Certes, Aemon ramasse la dague en acier valyrien de son frère, car ça reste un trésor familial, un symbole de la puissance des Targaryens. Ainsi qu'il ne faut pas l'oublier, l'objet au centre de la future victoire des vivants contre les morts. Puis, face au spectacle du roi Aegon inconscient, gisant auprès de Feu du Soleil mourant, Criston Cole comprend enfin qu'il est aussi inutile en tant que main qu'en tant que général. Certes, son esprit pervers et fourbe permet la création de stratégies aussi efficaces que sales, mais ça ne le rend pas capable de protéger son souverain pour autant. Toutefois, il faut rester prudent, car comme on dit souvent, ce sont les meilleurs qui partent les premiers. Ce qui explique donc la mort de Rhaenys et Meleys, mais pour ce qui est d'Aegon, rien n'est moins sûr. Il est loin de faire partie des bons, alors des meilleurs, n'en parlons pas. Rien ne nous assure qu'il n'aurait pas survécu à sa chute pour devenir un estropié de plus dans le camp des Verts. Surtout qu'on entend bien un gargouillis ensanglanté qui ne provient pas du dragon. Donc un roi qui sera encore plus incapable qu'il ne l'était déjà, créant de même des enjeux encore plus complexes au sein de la famille et surtout de la fratrie avec les ambitions d'Aemon. Enfin, la perte de Meleys, le plus grand dragon du camp des Noirs, va obliger Rhaenyra et les siens à chercher de nouveaux dragonniers pour renforcer leur camp, et avoir une chance de vaincre Vhagar. Avec, idéalement, le cannibale, l'énorme et puissant dragon caché dans les caves de Père Dragon. Le seul et unique à avoir une véritable chance face à la vieille dragonne du prince Aemon. Bref, c'était rapide, mais comme toujours, très envie d'être à lundi prochain pour voir la suite. Même si en vrai, lundi prochain, je serai sur la route de retour de Paris et Japan Expo. Mais très hâte tout de même. L'épisode s'est vraiment fini sur un événement qu'on avait hâte de voir, et dont on a tous envie de voir les conséquences. Encore une fois, l'épisode ne donne pas beaucoup de place à Rhaenyra, mais là, clairement, l'épisode 5 devra la remettre sur le devant de la scène afin de suivre toutes les conséquences de cette première bataille, qui s'avère être une défaite. Même si le roi usurpateur a pris cher, lui aussi. On notera aussi la présence de Mysaria, la maîtresse des chuchoteurs des Noirs, qui était présente au conseil, en retrait et qui n'a rien dit, mais qui aura sûrement des choses à raconter dans la suite. Donc, avec cette moitié de saison atteinte, le doute n'est plus permis. La saison 2 promet du très lourd, entre épique et intrigue captivante, comme sa grande sœur en somme. Toutefois, cela signifie aussi qu'il ne reste déjà plus que 4 épisodes avant la fin, et une autre attente d'au moins 2 ans. C'est dur. Mais le chevalier errant va nous régaler dès l'an prochain, si tout va bien. Voilà, un grand merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez et partagez, et à très vite sur Anakaland. Bye!